Donc, bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci à tous les participants à ce webinaire Agir en faveur de la transition écologique au sein de sa collectivité. Un grand merci aux participants que je vais présenter, pardon, aux intervenants que je vais présenter juste après. Donc, je suis Michel Salem-Sermanet, je suis le président d'Alumni for the Planet et je suis très heureux de co-organiser ce webinaire avec 3 associations d'alumni de l'École des Ponts, de Sciences Po et de l'ENA. Un mot sur Alumni for the Planet. Vous savez bien, compte tenu de l'urgence climatique et environnementale, que c'est maintenant le temps de l'action. Et c'est ça l'objectif d'Alumni for the Planet, c'est d'accompagner tous les alumni qui souhaitent agir, en particulier dans leur sphère professionnelle, de les accompagner dans l'action. Alors, pourquoi ? Parce que les alumni, pour la grande majorité, occupent des postes à responsabilité et donc leur impact dans leur sphère professionnelle peut être très important. Et par ailleurs, les associations d'alumni, en particulier les 3 représentées ce soir, sont de plus en plus actives sur ces grands enjeux de la transition écologique. Et donc, en coopérant avec ces associations d'alumni, Alumni for the Planet peut toucher un grand nombre d'alumni et les accompagner dans leur souhait d'agir dans leur sphère professionnelle, dans leur entreprise ou, comme ce soir, dans leur collectivité. Donc, quel est l'objet du webinaire de ce soir? C'est de vous montrer, en particulier par le témoignage de Tatiana Lécossais, qui travaille au sein de la métropole de Nantes, de vous montrer qu'il est possible, qu'il est souhaitable, mais qu'il est possible, bien sûr, pour tous ceux qui souhaitent s'engager de façon forte au sein de leur collectivité en faveur de la transition écologique. Il est possible de le faire. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est tout à fait possible et vous verrez, ce témoignage de Tatiana, j'espère, sera très inspirant pour déclencher aussi chez vous des actions qui soient impactantes. Et juste avant, nous aurons une intervention de Sébastien Maire, qui est délégué général de l'association France Ville Durable. Il va rappeler tous les enjeux de la transition écologique, en particulier dans le monde urbain, et qui nous indiquera en quoi les collectivités de tout type ont un rôle très important à jouer. Donc, merci d'avance à ces 2 intervenants de très grande qualité. Et donc, j'encourage tous les participants à poser toutes les questions que vous souhaiterez à chaque fois à l'issue de chaque intervention. Chaque intervention durera environ 20 minutes et nous aurons un temps d'échange suffisant d'environ 20 minutes également à l'issue de chaque intervention. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Sébastien Maire, puis à Tatiana Lécossais, et en particulier à bien comprendre comment Tatiana a pu engager ses actions. Ce n'est pas toujours facile, mais vous verrez que voilà, elle a réussi depuis de nombreuses années à engager des actions très importantes, très intéressantes au sein de la métropole de Nantes. Et beaucoup d'entre vous, vous pouvez faire la même chose à court terme. Avant de passer la parole aux responsables des 3 associations d'alumni, je voudrais juste vous dire qu'à l'issue vers la fin de ce webinaire, nous ferons un petit sondage qui vous posera un certain nombre de questions et en particulier qui vous questionnera sur vos intentions de passer vous-même à l'action à court terme suite à ce webinaire. Donc, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce feedback. Nous le faisons systématiquement. Nous avons fait près d'une quinzaine déjà de webinaires de ce type et à chaque fois, nous sommes très intéressés par ce feedback pour améliorer systématiquement ces webinaires dont, encore une fois, l'objectif n'est pas de vous informer, mais de vous accompagner dans votre volonté de passer à l'action dans votre sphère professionnelle et ce soir, au sein de votre collectivité. Voilà, je n'en dis pas plus. Je passe tout de suite la parole aux 3 associations d'alumni qui nous ont fait le plaisir de co-organiser ce webinaire avec nous. Et dans l'ordre, je propose Sciences Po, les Ponts et ensuite l'ENA. Donc, Anne-Béatrice Schoumerger, je te laisse rapidement. Merci. Merci beaucoup, Michel. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'avoir été une des chevilles ouvrières aux côtés d'Alumni for the Planet de l'organisation de cette séance ce soir.
Comme vous le disiez, Michel, moi je suis Anne-Béatrice Schwimberger. Je représente le groupe Environnement et Développement durable des alumni de Sciences Po, dont je suis la présidente et qui compte à peu près 2700 membres de tous âges et de beaucoup d'horizons professionnels, notamment dans les collectivités. C'est important pour nous, cette séance ce soir, parce que l'enjeu de notre groupe, sa vocation, elle est double, à la fois d'apporter un éclairage à valeur ajoutée à nos alumni, à travers des retours d'expérience, des témoignages, et ça va être le cas ce soir, et puis également d'être un point de contact avec des initiatives comme celle d'Alumni for the Planet, qui permettent à nos alumni qui le souhaitent, et ils sont nombreux, de s'engager, d'initier, de développer, de déployer un certain nombre d'actions au périmètre qui leur semble pertinent et qui est dans leur zone d'autonomie, on va dire, professionnelle. Voilà, donc on est très heureux d'être là ce soir. Merci Michel de nous avoir donné l'occasion d'être avec vous ce soir. Je passe la parole. Je nomine quelqu'un ou... Oui, ben, on va enchaîner. Merci beaucoup Anne-Béatrice. Donc Manuel Astier, qui est le fondateur et président de Pont Alumni Transition. Oui, merci beaucoup Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Manuel Astier, je représente Pont Alumni. Je suis l'homologue d'Anne-Béatrice. De la même façon, chez Pont Alumni, il y a un groupe transition écologique qui promeut la lutte contre le changement climatique, qui essaie de montrer des solutions, qui essaie de dynamiser ses membres pour qu'ils passent à l'action également dans des projets. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons depuis le début l'initiative de Michel et Alumni for the Planet. Et donc, nous sommes très contents de participer à ce webinaire et nous espérons qu'il va y en avoir d'autres et que nous pourrons en soutenir, bien entendu, et encore organiser d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel. Et donc, je laisse Gilles Dutil, qui représente l'Association des anciens de l'ENA et également la Conférence des grandes écoles. Donc, merci Gilles pour ton implication. Je te laisse aussi la parole pour quelques mots d'introduction. Merci Michel, merci pour cette initiative. Merci à Nathanaël Cossé et à Sébastien Maire pour leur intervention à venir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on cherchait à toujours être présent effectivement dès la création d'Alumni for the Planet en novembre 2020. Lors de l'anniversaire, il y a quelques semaines, à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Et donc, pour nous, c'est très important. Et il y a une valeur de symbole à organiser cette réunion avec Sciences Po, Alumni et les ponts, avec qui on a plein de points communs. À commencer par le fait que 70% des anciens élèves de l'ENA sont passés par Sciences Po Paris. Et puis, les collègues des ingénieurs des ponts sont souvent des collègues dans l'administration. En tout cas, donc, on va suivre avec intérêt ce webinaire. En interne, nous essayons de vous mobiliser et de montrer que, comme toujours, l'école est à l'avant-garde d'un certain nombre de sujets. Il ne doit pas échapper que l'école est en pleine transformation, mais là aussi un signal positif envoyé, puisque l'un des premiers travaux engagés par la nouvelle école, l'Institut national des services publics ayant remplacé l'ENA le 1er janvier 2022, a été de construire avec d'autres écoles, grandes écoles du service public, des modules autour des enjeux de transition écologique qui vont être déployés auprès des premières promotions de l'INSP. C'est encore un grand plaisir d'être avec vous ce soir sur ces enjeux de premier plan. Merci beaucoup, Gilles, et donc merci à vos trois associations. Je précise juste qu'il y a maintenant près de 130 associations d'alumni qui ont rejoint Alumni for the Planet et avec qui nous organisons des webinaires d'accompagnement au passage à l'action. Et donc, si parmi les participants, vous représentez d'autres associations d'alumni, n'hésitez pas à nous contacter également. Je passe tout de suite la parole à Sébastien Maire, délégué général de France Ville Durable, qui, comme je le disais tout à l'heure, va nous rappeler
parce que ça sera un rappel pour la plupart des participants, hein, les grands enjeux de cette transition écologique, en particulier pour les villes, et va nous expliquer le rôle fondamental que les villes ont à jouer. Sébastien, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Michel, de ton invitation. Je suis vraiment ravi d'avoir ce moment avec vous, qui va être trop court. J'ai découvert un peu tard que je n'avais que 20 minutes. Donc, je voudrais lancer un appel aux 3 associations alumni qui sont là. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, les échanges, etc., n'hésitez pas à nous solliciter. On peut très bien se retrouver par la suite dans le cadre d'une de vos commissions thématiques pour poursuivre la discussion. Première chose, pardon, il faut que ça fonctionne. D'où je parle? Avant France Ville Durable, juste un mot. J'ai 25 années à peu près d'expérience dans des collectivités locales, à des fonctions politiques ou administratives sur différents types de territoires, en région parisienne ou en région, comme on dit. Et depuis 1 an et demi, je suis délégué général de l'association France Ville Durable, qui a cette spécificité de réunir 4 collèges de parties prenantes professionnelles, toutes concernées directement par ces sujets de ville durable, de transition, etc., etc. Un collège de l'État, très présent, à la fois dans la gouvernance, dans le financement et dans les travaux de l'association, 4 ministères et pas mal d'agences et d'opérateurs de l'État qui sont directs. Vous voyez les logos, je ne vais pas citer pour gagner du temps sur mes 20 minutes. Des collectivités locales qui adhèrent en direct et un partenariat fort avec Intercommunalité de France qui nous donne une légitimité pour intervenir partout où il y a une interco. Et on est en train de passer des conventions avec toutes les autres associations nationales de collectivités et d'élus, des entreprises, et c'est là tout l'intérêt, une logique publique-privée assumée dans cette association, des grands comptes traditionnels de la ville durable, mais aussi des entreprises plus petites, et puis un élargissement des domaines d'activité des entreprises qui nous rejoignent. Je cite 2 exemples. Valor, l'interprofession des métiers du végétal, les horticulteurs, pépiniéristes, aménageurs de parcs et de jardins. C'est quand même 52 000 entreprises et 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui nous rejoint en disant jusqu'ici, nos métiers étaient considérés comme des métiers d'ornement, d'esthétique. Aujourd'hui, nos métiers sont des métiers d'adaptation des territoires au dérèglement climatique, etc. Et puis un deuxième groupe qui nous a rejoint, le groupe Vive, qui comprend notamment une grande partie des mutuelles de fonctionnaires et qui nous a rejoint sur le sujet de santé et ville durable. Puis un dernier collège qui est celui des experts, présidé par la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On travaille beaucoup avec les agences d'urbain, mais aussi le Conseil national de l'ordre des architectes, Syntec Ingénierie, etc., etc. L'objectif de l'association, qui est présidée par le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, promouvoir les savoir-faire français en matière de ville durable, en France et à l'international, et repérer, rediffuser le plus largement possible des outils, des méthodes, des exemples de réalisation, de politique, pas des projets, hein, des choses qui sont sorties de terre, qui permettent d'accélérer les démarches de transition. On est beaucoup aujourd'hui dans ce paradigme de l'accélération. Et vous le savez, j'y reviendrai au cours de ma présentation, les questions de sémantique, de priorité sont en pleine évolution en ce moment sur ces sujets de ce qu'on entend par ville ou territoire durable. On fait tout ça, je ne vais pas détailler. Je dirais simplement sur tout ça, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a nos 4 catégories à chaque fois pour travailler les sujets de fond, sur nos questions de formation, sur la promotion à l'international, sur les ateliers, j'y reviendrai, qu'on mène avec les exécutifs et les directions générales des collectivités locales, exclusivement. Et on s'adresse vraiment à ces 2 échelons, séparés ou ensemble, mais on situe vraiment notre action au niveau stratégique. En résumé, on ne va pas trop travailler finalement avec les adjoints ou les vice-présidenteux à la transition écologique. On travaille avec les chefs d'exécutif, leur équipe politique et les directions générales sur l'ensemble de ces sujets. En général, on commence, et c'est ce qui m'avait été demandé, je vais le faire ultra vite pour écluser tous mes slides qui sont un peu trop nombreux pour cette présentation. Je vous enverrai la présentation après, je vais aller vite sur certains sujets. Vous pourrez retrouver les documents par la suite. On fait d'abord une sorte de mise à jour. Est-ce que les élus ont bien pris la mesure et leurs équipes de ce qui leur arrive dans la figure à l'échelle des territoires? Donc, on évoque, par exemple, les datas qui sont disponibles sur l'augmentation des températures.
des vagues de chaleur type canicule. Et on voit qu'en fonction des scénarios et de l'endroit où on se trouve, on a globalement des phénomènes qui vont être différenciés. On a aussi le phénomène des sécheresses, qui n'est pas le même, puisque là, on est sur un temps plus long que la canicule qui dure quelques jours. Vous voyez notamment la troisième carte, si on suit le réchauffement actuel, là, on parle de stress hydrique de bassin versant, de sécheresse, un peu comme c'est en train de se passer en Espagne. Vous avez certainement vu les images ces jours-ci. Évidemment, le territoire national est complètement et directement concerné par ça. Un impact forcément sur les recharges de nappes phréatiques qui bougent d'un territoire à l'autre. Tous les territoires ne sont pas concernés de la même manière par les impacts du dérèglement climatique. Même chose pour les feux de forêt. Alors ça, c'est intéressant de voir des territoires qui font évoluer leurs SDIS et leur défense incendie en disant oui, on n'a jamais eu de feu de forêt, mais on en aura. Et on voit dans le troisième scénario qu'a priori, tout le territoire national sera bientôt concerné par des incendies de forêt. Ça demande de revoir notamment la défense incendie dans des territoires qui ne sont pas du tout habitués à ça. Forêt, toujours, évolution du tissu forestier, avec des essences qui vont disparaître, d'autres qui vont migrer, etc. Donc ça aussi, tout ce qu'on évoque là, on l'évoque en disant aux élus, dans votre planification à 10 ans, vous avez intégré ça en dynamique ou vous faites une planification basée sur la situation d'aujourd'hui. Quand par exemple, on base une stratégie touristique sur la forêt, à 10 ans ou à 15 ans, a-t-on bien pris la mesure de l'évolution du tissu forestier, par exemple, etc. etc. C'est le cas aussi, vous le savez, mais ça, c'est peut-être un des domaines qui a le plus avancé. Ça fait longtemps que les agriculteurs, notamment, ou les fédérations professionnelles d'agriculteurs, travaillent sur l'adaptation et les évolutions des pratiques culturelles liées au dérèglement climatique. Donc, on en parle aussi avec les élus. On parle bien sûr du risque inondation qui n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a encore 10 ans. Et soit dit au passage que la réglementation actuelle, il se pose des questions sur la réglementation actuelle sur une chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, les PPRI, les plans de prévention du risque d'inondation, sont réglementairement basés sur une donnée qui est celle des plus hautes eaux connues. L'événement le plus grand, le centenal qu'on a eu, etc. etc. Et donc, si ça fait 2 cm de plus, on n'est plus protégé. Or, la plupart des événements d'inondation qu'on a aujourd'hui, on a cette petite musique qui est « Ah, c'est le plus important qu'on ait eu depuis qu'on a commencé à mesurer ». Donc, ce qu'on conseille aux élus, c'est d'aller plus loin que la réglementation dans la protection face au risque d'inondation. Il y a l'inondation fluviale, mais il y a bien sûr aussi la question du trait de côte. Et certainement, avec le deuxième que je vais évoquer juste après, les avant-gardes des effets du dérèglement climatique ou les premiers territoires dans lesquels ça va être réel très vite. Donc le trait de côte, évidemment, puis je vais parler de la montagne juste après. Sur le trait de côte, il y a quelques territoires, mais pas beaucoup, qui commencent à prendre la mesure de ce que vont être les submersions marines et l'augmentation du niveau de l'eau, pas suffisamment ou pas suffisamment vite. Et là, il se pose des questions très claires sur les investissements qui sont réalisés aujourd'hui, toujours dans cette vision du XXe siècle qui est la protection, des barrages, des digues, des réensablements, etc., pour gagner quelques années, avec ensuite un gros besoin d'investissement pour délocaliser et relocaliser une partie des quartiers, des activités, etc. Est-ce que l'argent, on le met tout de suite dans des digues ou est-ce qu'on abandonne et on part tout de suite sur la relocalisation pour gagner du temps et de l'argent? Non, je passe ça, je vais aller vite. Ça, c'est des outils qu'on utilise, le petit logiciel de la NASA là, pour parler aux élus. Je passe, mais c'était pour montrer que, en fonction des scénarios, les locaux de la communauté d'agglomération dans laquelle je faisais mon petit pitch, ils étaient sous l'eau, notamment, et les élus et les services n'avaient pas forcément intégré le fait qu'on pouvait avoir ce niveau-là. C'est le cas aussi, ça bouge beaucoup sur l'évolution des stratégies touristiques et économiques de la montagne, qui sont extrêmement intéressantes et qui, là aussi, peuvent servir de modèle sur l'adaptation en général des territoires à l'ensemble des enjeux. Je termine avec le dernier sur le constat, certainement le plus violent, le plus dur, qui montre que les premières conséquences pour nos territoires risquent pas d'être les canicules, les inondations, les gonflements d'argile, les tempêtes, etc., mais plutôt la crise migratoire. On sait qu'on a des études récentes qui montrent des parties entières de l'hémisphère sud vont être inhabitables avant 2050 pour les populations avec des températures, des conditions climatiques extérieures, mélange chaleur-humidité qui sont juste létales pour un être humain. En gros, vous n'avez pas la clim,
vous survivez quelques heures. Donc, évidemment, ces populations ne vont pas rester là. Et le fait migratoire est probablement une des principales premières conséquences du dérèglement climatique avant les événements environnementaux. Donc, en résumé, sur la question climatique, voilà, on prend ce petit truc, ça, on a fait un petit peu peur, etc. Encore que c'est juste la réalité, hein. Mais surtout, on peut encore changer. Encore faut-il, on peut changer les trajectoires. Il est encore temps, c'est ce que nous a dit le GIEC cet été. Encore faut-il avoir pris la mesure de l'ampleur de ce qui arrive pour prendre la mesure de l'ampleur des redirections, bifurcations, réorientations nécessaires. Donc, nous, on a travaillé au sein de l'association sur ces 4 piliers. Notre manifeste, On vous l'enverra, qui a été repris d'ailleurs par la ministre du Logement dans le cadre de sa démarche Habiter la France de demain. Sobriété, inclusion, résilience, créativité. Ben, la sobriété, c'est certainement ce qu'il y a de plus nouveau et de plus efficace. Prévoir un développement avec une notion de limite. Le nouveau mot, tout nouveau, qui change tout. Le développement durable est un oxymore et la notion de limite à notre développement doit être instrumentée, dotée d'indicateurs, dotée d'outils de mesure. Tant qu'on considérera qu'on peut se développer de manière exponentielle alors qu'on utilise des ressources qui, elles, sont limitées, on n'est pas dans un bon paradigme. J'ai normalement 5 slides là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça bouge sur ce sujet. Là, j'ai mis quelques couvertures de publications que vous connaissez bien. Les institutions s'en emparent, les collectivités s'en emparent. Je remets aussi quelques publications toutes assez récentes qui vont dans cette dynamique et qui sont vraiment intéressantes en termes de guide, de vision, de philosophie, de la façon dont la sobriété peut apporter des réponses immédiates et par ailleurs gratuites, hein. C'est quand même un enjeu très fort par rapport au développement durable. Le développement durable coûte plus cher aux collectivités, la sobriété, ça coûte moins cher et ça peut avoir des conséquences bien plus rapides par rapport aux enjeux. On utilise le jour du dépassement pour manifester, pour illustrer vis-à-vis des élus, mais pourquoi la sobriété? Pourquoi faudrait-il faire ça? Parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, hein. Nous, en particulier dans les pays du Nord dits développés, nous consommons beaucoup trop de ressources. Si on veut que le Sud accède un minimum à l'éducation, la santé, le logement, et que tout ça se fasse en utilisant des ressources et de l'énergie, il va falloir que nous, on en utilise moins. Donc, il y a quand même cet enjeu fort autour et en général, dès le lendemain du jour du dépassement, on remet tous la tête dans le sable en disant « mais non, on ne peut surtout pas changer nos visions, c'est pas possible, ça ne sera pas acceptable, désirable, etc., etc. » Sauf que de toute façon, ça va s'imposer à nous, donc soit on l'accompagne, soit on le subit. Là, j'aime bien mettre ces 2 courbes en relation. La courbe à gauche, c'est la stratégie, c'est les accords de Paris. On voit qu'on doit baisser radicalement nos émissions de carbone qui sont engendrées par de la consommation d'énergie. Courbe de droite. Au niveau mondial, donc vous voyez que les 2 dynamiques ne sont pas tout à fait dans le même sens, qu'elles sont même quasiment symétriques. On consomme, plus on se développe économiquement, plus on consomme de l'énergie, et le mix énergétique aujourd'hui, il est principalement fossile. On ne remplacera pas tout ce qui est fossile dans ce graphe dans les 10 ans, ou même dans les 30, par le petit bleu qui est en haut et qui concerne les énergies renouvelables. Donc la sobriété est là encore. Vous savez que chaque implantation d'énergie renouvelable qu'on a créée depuis que les énergies renouvelables réexistent, parce qu'on était 100% renouvelable jusqu'en 1830, hein, aucune n'a remplacé un litre de pétrole. C'est juste venu s'ajouter au mix pour combler la demande énergétique nouvelle qui ne cesse de croître. Donc, tant qu'on est dans cette logique, on pourra continuer de consommer plus d'énergie en même temps qu'on la verdira, on a un vrai problème d'équilibre. Les 2 tonnes de carbone, je vais peut-être non un mot quand même pour montrer le gap, ça on l'utilise beaucoup, c'est très pédagogique vis-à-vis des élus et des équipes. La vie zéro carbone en 2050, c'est 2 tonnes par personne et par an. Si on compte la compensation naturelle des océans, des forêts, etc. Ça représente quoi si on prend nos procédés productifs d'aujourd'hui? 8000 km en voiture, 35 mètres carrés chauffés au fioul, moins de 5 mètres carrés d'une construction neuve. Ce n'est pas cumulatif. C'est-à-dire que si vous construisez un appartement ou une maison de 20 mètres carrés, vous avez épuisé vos droits à carbone pour les 20 ans qui suivent. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous loger, vous vêtir, vous chauffer. Si vous mangez un steak de bœuf tous les jours, pareil, vous avez épuisé la totalité de vos droits, etc. etc. Donc, la vie, la transition écologique, ce n'est pas le verdissement de la vie d'aujourd'hui. C'est la définition d'une nouvelle vision du futur. Le numérique présenté comme la solution a aussi des impacts non négligeables parce qu'on est là aussi dans cette logique d'effet rebond et de plus. Donc aujourd'hui, le bilan est plutôt négatif, voire très négatif.
Néanmoins, il peut apporter tout un tas de solutions. Il est souvent présenté comme l'alpha et l'oméga pour des stratégies de décarbonation, etc. Nous, on remet un peu ça en question en disant, ça dépend, calculons, mesurons. Et puis, le dernier sujet sur la sobriété, c'est que c'est super si on arrive à renverser la table pour arriver à une économie zéro carbone en 2050, mais ça ne sert à rien pour l'humanité, parce qu'il y a 9 autres limites planétaires qui conditionnent tout autant la survie de l'humanité à moyen terme. Donc, si on ne traite que le carbone dans nos politiques publiques et qu'on fait un max sur le carbone, mais qu'on ne traite pas les autres, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, on utilise beaucoup cette publication sur les limites planétaires, qui commence à être utilisée par pas mal de collectivités, et on cherche à l'instrumenter. Ça, ce sont toutes les limites qui conditionnent l'habitabilité de la Terre pour Sapiens, dont le climat, dont la biodiversité, dont le grand cycle de l'eau, dont les pollutions chimiques qui viennent d'être quantifiées il y a 15 jours par une nouvelle publication et qui montre que c'est finalement aussi, voire plus grave, en tout cas à court terme, que la question climatique, notamment parce qu'on ne peut pas faire marche arrière, alors que le climat, on peut. Mais les pollutions chimiques, par exemple, de microplastiques dans l'océan, elles sont là pour toujours. On ne pourra jamais les récupérer. Ça aura des impacts, quoi qu'il arrive, etc., etc. Donc, ce paradigme, qui va bien plus loin que les ODD, commence à être utilisé par des collectivités. Je passe là-dessus. Tout ça est interdépendant et systémique. Et on utilise beaucoup ce donut, finalement. Vous connaissez certainement les travaux autour de cette économie du donut. C'est ultra pédagogique avec les élus et ça fonctionne très bien. Je passe quelques références rapidement parce que je crois que j'ai déjà bientôt dépassé mon temps. Là, c'est des exemples de sobriété. Vous trouverez des références. Vous pourrez aller chercher si vous le souhaitez ou vous êtes intéressé. Il y a quelques références sur la sobriété. On travaille aussi sur la résilience. Je vais passer plus vite. Maintenant, c'est un thème qui est bien connu, qui n'était pas il y a quelques années, mais qui l'est aujourd'hui. Vision plus holistique des enjeux. Et ce n'est pas la résilience uniquement comme réaction à des crises, c'est la résilience comme outil de transformation des territoires. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de la gestion de crise ou de la prévention des risques. C'est le paradigme de la résilience comme outil de transformation du territoire pour protéger la population quoi qu'il arrive. Ce n'est pas que l'environnement, c'est les chocs économiques, les chocs sociaux, les infrastructures qui se dégradent, la vision globale des risques. Et puis, on illustre en général par 2 projets sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, qui ne sont pas des projets d'ailleurs, qui sont des programmes, les cours Oasis de la ville de Paris, les cours résilientes. Et ça a fait des petits partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est un truc tout simple. On prend une infrastructure existante et on fait en sorte qu'elle soit plus résiliente qu'avant. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ça marche très bien avec les cours d'école. Ça permet de faire ça marche aussi pour les collèges et les lycées, toutes les strates. Et ça permet de faire de la pédagogie avec les parents, la communauté éducative, les élèves. Là, je n'aurai pas le temps. Je voulais vous parler d'adaptation de l'espace public, notamment à la gestion des eaux pluviales. Et on n'a pas besoin forcément de construire des grandes infrastructures très chères qui visent à faire des bassins de rétention d'eau pluviale. On peut aussi utiliser l'espace public à partir du moment où la pensée comme telle, dès le départ. Donc, la résilience a beaucoup trait aux logiques de design des politiques publiques. Beaucoup. Comment on pense le projet dès la première esquisse, dès le tout départ. Et puis l'inclusion. J'ai déjà dépassé, Michel, non? Combien de temps il me reste, Michel? 5 minutes. Oh, ben c'est la fête. Super. Les questions d'inclusion dans les 2 dimensions. L'inclusion sociale, l'attention permanente aux plus vulnérables dans les démarches de transformation. Et on a beaucoup de savoir-faire français à faire valoir en la matière. L'ANRU, la politique de la ville, on a une pratique, une philosophie des administrations entièrement dédiées à ces questions de lien finalement entre l'inclusion et le développement durable d'avant, etc. Mais rappelons que si les émissions de carbone sont à l'échelle mondiale, la responsabilité de l'Anthropocène à l'échelle mondiale n'est pas la même entre un pays du Nord et un pays du Sud, c'est le cas aussi à l'intérieur de chaque pays. Et que plus on a de pouvoir d'achat, plus on émet de gaz à effet de serre. Donc, des projets qui disent à la fois il faut augmenter le pouvoir d'achat et baisser les gaz à effet de serre, il va falloir qu'on organise tout ça. Bref, je passe le sujet, mais c'est directement la consommation est la principale source de l'Anthropocène. La surconsommation, c'est la source de l'atteinte de toutes les limites qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une tension forte aujourd'hui sur cette logique. D'un côté, la surconsommation, la croissance, de l'autre, la transition écologique, et les 2 doivent être compatibles. C'est un peu le cœur du sujet qui agite aujourd'hui les chercheurs et pas mal de praticiens. La cohésion sociale est un enjeu absolument majeur et ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher aux collectivités. Reconstituer
le tissu social, aider à la reconstitution du tissu social de proximité qui a disparu dans les grands centres urbains et qui réglait tout un tas de problèmes qui, du coup, ne retombaient pas sur le service public. On pourra y revenir. On a notamment travaillé avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sur ce sujet. C'était extrêmement intéressant. Et puis, on a intérêt, évidemment, à faire avec les habitants avant de couler du béton. Ça fait gagner du temps, de l'argent, de la satisfaction habitante. Vous connaissez certainement cette image, elle est symbolique, mais du coup, on fait pas mal la promotion de l'urbanisme tactique, des nouveaux processus de participation habitante, d'implication, etc. Dernier pilier, la créativité, faire autrement dans l'innovation, notamment parce que l'innovation n'est pas que technologique, que la technologie a quand même une lourde part de responsabilité dans la situation d'aujourd'hui. Elle est aussi une partie de la solution, mais elle ne peut plus être une religion comme elle l'a été depuis un demi-siècle. Il faut la relativiser par rapport au reste, et les innovations en processus, les innovations sociales, les innovations en gouvernance sont tout aussi importantes pour répondre aux objectifs que les innovations technologiques. Il y a un gros sujet sur l'évolution des comportements. Les sciences comportementales, par exemple, sont extrêmement intéressantes à mobiliser. Cette logique du rapport à la consommation est centrale. Donc, l'éducation populaire, le programme éducatif qui dépendent de l'État, mais ils ont quand même accès au périscolaire, les arts et la culture. Moi, je suis parfois assez sidéré de voir que, enfin non, tant mieux, hein, mais je ne sais pas si ça rentre dans art et culture, mais une super production américaine avec des acteurs très connus, ça a plus d'impact que 15 ans d'éducation à l'environnement dans nos collectivités. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on se pose la question de ce qui colle le plus, ce qui fonctionne le plus pour sensibiliser la population et trouver d'autres biais que ceux qu'on a utilisés jusqu'ici, et notamment la culture. Et ce sont vraiment des champs qui existent déjà, mais qui peuvent être largement développés. Puis la deuxième innovation ou créativité nécessaire, c'est tout ce qui concerne les logiques métaboliques. Voir le territoire comme un métabolisme. Et là, on va toucher tout ce sujet du cartésianisme en France. Nous sommes cartésiens. Nos administrations sont cartésiennes, c'est normal et ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ça a ses limites par rapport à des enjeux qui, eux, sont systémiques. C'est-à-dire découper un morceau en plein de petits sous-morceaux pour arriver à le traiter, ça ne fonctionne pas avec des enjeux qui, eux, sont systémiques. Et donc, la systémique appliquée à nos administrations, c'est un vœu pieux à ce stade, c'est extrêmement compliqué, mais c'est certainement un champ hyper intéressant et efficace pour l'action à développer dans les années à venir. Finalement, pour conclure, avant les quelques recommandations, quelle est la vision de l'avenir qu'on donne à notre population quand on est dans les collectivités, à nos enfants, dans nos familles? Est-ce que la ville de demain, c'est toujours ça, celle qu'on nous présentait quand on était petit, avec les voitures volantes et tout ça, et tout ça? Ça, d'ailleurs, c'est pas une simulation, c'est vraiment Jeff Bezos a créé une société qui est vraiment en train de travailler sur ce projet, parce qu'il est devenu totalement collapso et il a compris qu'il avait intérêt à aller se protéger, lui et sa famille, en mettant une petite ville en orbite et attendre quelques décennies que ça se calme. Plus terre à terre, le projet Telosa aux États-Unis, lui aussi porté par un milliardaire, 400 milliards de dollars pour une ville nouvelle en plein désert. Alors, elle est présentée zéro carbone. Donc, j'aimerais bien savoir quels sont les mécanismes d'analyse de cycle de vie qui sont utilisés pour arriver à ce chiffre. Hein, c'est évidemment totalement impossible. Où est-ce que ça peut être ça, par exemple? Ça, c'est un écoquartier livré avec des vrais gens dedans, labellisé par l'État, écoquartier, 100% biosourcé. Il n'y a pas une VMC à l'intérieur ou un outil technologique. Ça a coûté moins cher qu'un écoquartier normal. C'est de la densification en milieu rural, enfin milieu périurbain, plus exactement. Et last but not least, les habitants, des années après la livraison, sont absolument ravis de leur vie là-bas. C'est parmi les meilleurs taux de satisfaction après la livraison d'un écoquartier. Donc, on sait le faire. On sait le faire. On sait comment le faire. On sait comment être sobre. Il est complètement compatible avec les limites planétaires, cet écoquartier. Donc, moi, si je devais résumer tout ce que je viens de dire pour le rôle des collectivités, le tout premier, qui ressort d'ailleurs dans plein de rapports aujourd'hui, la formation. Former les élus, les cadres et les agents à ces logiques systémiques, à cette vision globale et à ce qui va leur arriver chez eux, sur leur territoire. Alors là, c'est plutôt les collectivités du bloc local, mais
elles sont légitimes pour animer la gouvernance territoriale de la transition. Parce que ce n'est pas la mairie toute seule ou la communauté d'agglo toute seule qui va changer quoi que ce soit à son territoire. Je ne vais pas faire. Mais ce n'est pas elle qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Hein. C'est les habitants et les entreprises à 80%. Donc, il faut absolument faire avec. Et donc, la gouvernance de la transformation, les élus locaux sont parfaitement légitimes pour la coordonner, pour la mettre en place, parce qu'ils ont la légitimité démocratique, la proximité, la connaissance du terrain, et donc ils ont un rôle d'animateur, d'animatrice finalement de la gouvernance, de la transformation. Mais osez le mot, quoi. Transformation, redirection, bifurcation, c'est des mots qui sont de plus en plus utilisés. Il y a vraiment cette question du diagnostic pour préalable à la planification, et nous, on se bat pour essayer d'obtenir de bureaux d'études, de services de l'État, si on était capable de donner ces datas par territoire sur les conséquences du dérèglement climatique, etc., par territoire. Aujourd'hui, les élus doivent les chercher à droite, à gauche. Ce n'est pas le rapport du GIEC qui va être un outil pour un territoire. Hein. Ça ne sert à rien pour un territoire, pour l'action, hein, pour la compréhension, mais pas pour l'action. Donc, diagnostic mis à jour en permanence, il y a différentes options, différents scénarios, et la planification, elle est à la fois indispensable, parce qu'on a vraiment besoin de planifier et de s'organiser, et en même temps, elle est un peu au doigt mouillé, parce qu'il y a tout un tas d'évolutions qui vont arriver plus vite, donc il faut l'actualiser en permanence. Impliquer la population, sensibiliser la population, je viens d'en parler, la redéfinition de vision plus réaliste et en même temps plus désirable du futur. C'est un magnifique sujet pour une collectivité locale. Absolument des outils hein, de mesure, d'évaluation. Alors, je ne vais pas faire de la publicité, mais on pourrait citer les logiques de calcul carbone avant les opérations. Je pense à Urban Print ou de logiques plus globales de prise en compte de la transition à l'échelle des territoires. Et je pense notamment à un nouveau label qui vient de sortir, qui s'appelle le label Ville durable et innovante. En tout cas, il y a des outils qui existent. Il faut absolument les mobiliser partout, mesurer, notamment aussi dans une logique d'accountability qui va être de plus en plus forte pour les collectivités. Les habitants vont demander à leurs élus de rendre des comptes sur ces sujets au fur et à mesure qu'ils sont conscientisés. Et puis, c'est peut-être aussi ça le plus important. Si je suis très caricatural, je vais dire un truc horrible. Les CAET, on s'en fout. C'est gentil, les plans, les stratégies ad hoc non opposables qu'on fait à côté du mainstream avec des services qui sont sous-dotés en moyens humains et budgétaires, pendant que la vraie vie de la collectivité, elle continue indépendamment. Donc le sujet, ce n'est pas un PCAET, le sujet, c'est un PLU, un SCOT, la commande publique, le budget, la PPI, tout ce qui fait le mainstream. En fait, on conseille vivement, mais d'ailleurs, c'est un peu le cas aussi pour les formations, plutôt que de créer des formations nouvelles, changeons les formations existantes ou ajoutons aux formations existantes ce qui manque, ou adaptons les formations existantes au nouveau contexte, plus exactement. Et c'est un peu la même chose pour la collectivité. Nous, on dit aux élus, nous sollicitez pas pour vous aider à faire un PCAET. Par contre, si vous avez une programmation pluriannuelle d'investissement, on l'a fait, on vous crée une grille de critères, limite planétaire, qui permet aux élus de hiérarchiser les projets, puisqu'on sait qu'on a toujours beaucoup plus de projets que de moyens pour les financer. Il faut sabrer. Comment on sabre ? Nous, on a trouvé des critères sur les limites planétaires. On sabre parce que ça ne colle pas avec les limites planétaires, par exemple. Et puis, la coopération entre territoires, coopérer. Elle va devenir de plus en plus importante. Il y a notamment un champ énorme à développer entre l'urbain et le rural, avec une sorte d'inversion de paradigme. L'urbain a besoin du rural, peut-être plus que l'inverse. Le rural, ce sont des puits de carbone. L'alimentation durable, on ne va pas la faire en ville sur les balcons ou sur les toits avec l'agriculture urbaine. On va le faire un tout petit peu. On n'ouvrira pas la population. Les centrales d'économie circulaire, de tri de matériaux et de déchets, ça ne sera pas dans la ville dense, ça sera à l'extérieur. Même chose pour la production d'énergie renouvelable décentralisée, etc., etc. Et donc, pour le bilan carbone d'une ville, elle aura intérêt à séquestrer à la campagne. Ce n'est pas uniquement dans la ville qu'elle va arriver à réduire ses émissions, etc. Donc, par rapport au phénomène de métropolisation fort, qui a laissé entendre qu'il y avait des locomotives et ceux qui suivaient, peut-être qu'avec ces nouveaux paradigmes, on a une évolution, on va dire, des relations entre territoires qui, par ailleurs, devraient tendre bien plus vers la coopération que vers la compétitivité ou la compétition. Je vous laisse avec cette petite phrase de Dominique Méda qu'on aime beaucoup sur finalement tout ça, c'est est-ce qu'on peut se remettre d'accord sur une certaine vision de la prospérité. Il n'est pas que l'accumulation de biens matériels, mais le bien-être. Et le bien-être, ça marche avec la sobriété. Je vous remercie et je crois que j'ai dépassé un tout petit peu. Un tout petit peu, mais c'était passionnant. Merci beaucoup
Sébastien, tu peux peut-être arrêter le partage. Voilà, merci beaucoup. Il y a eu pas mal de témoignages, vraiment de remerciements. Donc, voilà, un grand merci, Sébastien. Donc, j'ai quelques questions. D'abord, je précise, comme ça qui est dit dans le chat, et je remercie Nicolas Soudon, un des directeurs de l'ADEME, qui est présent parmi nous, d'indiquer que sur le site de l'ADEME, et d'ailleurs, c'est indiqué dans pas mal de rubriques du site d'Allumier Fort de Planète, qui renvoie à beaucoup de rubriques de l'ADEME. Il y a énormément de bonnes pratiques de la part des entreprises, de la part des collectivités. Donc voilà, sur le site de l'ADEME, c'est une mine d'informations. Sur le site de France Ville Durable également, puisqu'il y a un portail que France Ville Durable a développé qui permet de savoir voilà, toutes les innovations et toutes les bonnes pratiques des collectivités. Alors, j'indique quelques questions. Alors d'abord, par rapport aux compétences des collectivités, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu peux nous donner quand même ta vision de voilà, le fameux millefeuille français? Tu as parlé d'une meilleure coopération, une meilleure articulation. Est-ce que ça reste quand même un frein, cet alignement des planètes entre les différents niveaux de collectivité qui n'est pas toujours là sur ces enjeux de transition écologique? Mais sur ce sujet, bien sûr, moi je partage le constat global, comme tout le monde, que s'il y en a trop, c'est compliqué, c'est un frein, etc. Mais en même temps, il faut faire avec. Parce que si on attend une prochaine loi de décentralisation, vous voyez, on en sort, mais si on attend une prochaine loi de décentralisation, etc., de toute façon, il faut faire avec. Donc, faisons avec le millefeuille tel qu'il est là, en attendant qu'il puisse y avoir une évolution qui aille dans le bon sens. Les strates, nous, la vision qu'on a aujourd'hui, mais je ne dis pas que c'est juste, c'est la pratique qui nous amène à penser ça dès qu'on raisonne métabolisme. Il y a une coopération entre deux échelons qui nous semble vraiment intéressante et peut-être pas assez développée. C'est la coopération entre l'échelon interco et l'échelon régional. Sur tout un tas de gros sujets de flux, de matière, etc., on va être plus à l'échelle de la région. Mais l'échelon interco reste quand même un échelon extrêmement pertinent pour conduire une stratégie de territoire, en fait, qui colle avec la réalité du vécu, de ce que veulent les habitants, etc. Par contre, l'interco, elle est dépendante de flux qui sont un peu plus larges. Donc, nous, on aimerait bien tester ou repérer, parce que ça doit forcément déjà exister, et ça existe déjà, des exemples un peu intéressants de bonne coopération entre le niveau intercommunal et le niveau régional. Et puis, bien sûr, quand même, l'échelle des SCOT, elle est pertinente pour prévoir ça dépend, elles sont variables d'un territoire à l'autre, je sais, mais quand même, en tout cas pour le diagnostic et la planification, les pôles d'équilibre territoriaux, tout ce qui dépasse un peu les frontières administratives est assez intéressant parce que ça force aussi à la coopération. Okay, merci Sébastien. Une autre question très, très générale. Dans ta pratique de ton dialogue avec les élus et les exécutifs, quels sont les principaux freins qu'ils invoquent ou que tu ressens par rapport à ces enjeux, notamment la sobriété, mais d'autres? J'en vois deux principaux. Le premier, et c'est parfaitement compréhensible, moi je jette la pierre absolument à personne, pour des élus qui étaient déjà élus à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, c'est très difficile ces changements de paradigme concernant la notion de développement. Et parce que c'est le cœur du sujet, développement. Il faut se développer, continuer de se développer. Non, et si on recherche un équilibre. Mais le problème, c'est que le développement, c'est l'alpha et l'oméga de tout programme politique, quelle que soit l'obédience. Quelle que soit l'obédience. On veut se développer, grossir, avoir plus d'habitants, plus de commerce, plus. Ça, c'est très difficile pour des élus qui tiennent ce discours depuis 20 ans de revenir devant la population et dire finalement, on s'est un peu trompé, on va faire autrement. Ça, je comprends. Ce n'est pas facile. Donc, on a un peu toujours cette fuite en avant. Et la seconde, pour des élus qui nous disent « j'ai compris, ah oui, j'ai eu le déclic, j'ai compris qu'effectivement, là, il faut vraiment changer de direction et tout, mais ma population ne sera jamais d'accord. » Et ce n'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Est-ce que, et on en revient alors, parce qu'il y a des questions philosophiques sur le rôle de l'élu local ou le rôle de l'élu. Est-ce que le rôle de l'élu, c'est d'être représentant de la majorité du plus grand nombre, la vision majoritaire, même si elle va dans le mauvais sens, ou est-ce que c'est de montrer la direction?
Ben, ça dépend des élus. Hein. Il y a des élus qui disent, moi, ma population ne veut pas, je ne vais pas aller dans quelque chose que ma population ne veut pas faire. Ça se comprend, c'est la démocratie aussi. Hein. Enfin, donc là-dessus, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que j'insiste énormément sur ces questions d'éducation populaire, d'implication de la population, de sensibilisation de la population, parce que les élus, pour être légitimes dans des réorientations, ils doivent avoir la population avec eux. Donc, il faut embarquer la population. Sinon, il y a peu de chances aussi. L'élu, il va commencer sa réorientation, puis il ne sera pas réélu la fois d'après, et donc on sera revenu au même niveau. Ok, alors en lien avec ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux citer quelques bonnes pratiques sur justement la façon d'embarquer sa population, la façon d'associer les habitants, les citoyens à ces décisions difficiles à prendre? Alors déjà, il n'y a pas une bonne pratique, il y a vraiment des pratiques qui dépendent des contextes territoriaux. C'est ça qui est intéressant avec ces logiques de territoire, c'est qu'en fonction des pratiques locales, de démocratie locale, elles sont très variables d'un territoire à l'autre. Et moi, je conseille vraiment, là aussi, d'investir le mainstream de ce qui se fait déjà et pas de faire un truc qui vient de l'extérieur, nouveau. Il faut changer la thématique, mais les outils de participation, de concertation, autant utiliser ceux qui sont déjà là, que la population connaît déjà. Je citerai quand même les deux nouveautés qui sont vraiment intéressantes. Les GIEC locaux, GLEC, GREC, etc. Donc, en gros, c'est pour ce diagnostic de territoire que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment intéressant, et ça, les collectivités peuvent le faire, quel que soit leur échelon, d'aider à la constitution d'un comité scientifique de chercheurs locaux, par ailleurs, qui ont déjà fait des recherches sur le territoire, qui connaissent, etc., et qui vont permettre d'outiller la décision publique par la suite en termes de planification. Et puis, il y a pas mal de collectivités qui se dotent de… Donc ça, ce n'est pas tant pour la population que pour le diagnostic. Pour la population, il y a des collectivités qui testent, vous savez, des conventions locales pour le climat. Ben, pourquoi pas? Ça a super bien marché au niveau national quand même. Alors, je ne vais pas donner un avis sur l'épilogue de cette affaire, juste quand même. Et c'est ultra rassurant par rapport aux 2-3 choses un peu inquiétantes que j'ai pu dire au début dans ma présentation. Quand on prend 150 habitantes et habitants, non sachant sur ces sujets, qui représentent quand même assez bien la population française, ils ont été choisis pour ça, hein, et qui bénéficient de 2 jours ou 2 fois 2 jours, je ne sais plus, 2 jours ou 2 fois 2 jours de formation accélérée à tous ces enjeux, spontanément. Le chef d'entreprise, l'artisan, l'employé, le boulanger, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut absolument qu'on ait de la sobriété. Hein, rouler moins vite sur l'autoroute, supprimer la publicité pour ne pas inciter à la consommation qui ne sert à rien, etc. Ça a été les premières propositions spontanées des gens qui sont sortis une fois qu'ils ont eu la conscience de la situation, en gros des causes de l'anthropocène. Donc moi, je trouve ça extrêmement rassurant. C'est qu'à partir du moment où on explique à la population les vrais enjeux, il n'y a pas de raison que la population aille dans la mauvaise direction. Donc des actions locales, un peu type convention citoyenne pour le climat, sont intéressantes pour ça. Merci Sébastien. Une toute dernière question et une réponse rapide qui fera la transition avec le témoignage ensuite de Tatiana Lécossais. Est-ce que dans ton expérience de contact avec les collectivités, tu peux dire un mot de ton ressenti par rapport aux collaborateurs, donc non pas les élus, mais les collaborateurs dans les collectivités, quel est l'intérêt qu'ils démontrent pour cette transformation radicale de leur métier, de leur activité au sein des collectivités? Alors, bon, moi, c'est peut-être parce que, étant à France Ville Durable, nos interlocuteurs techniques dans les collectivités au début ou même dans les ministères sont des spécialistes. Et donc, ils sont la plupart du temps déjà tous parfaitement au courant et convaincus de ce qu'on raconte là. Et c'est finalement pas eux qui ont besoin d'être convaincus, même les équipes techniques. Hein, D'ailleurs, je note un sujet qui me permettra de conclure là-dessus. J'ai participé à un webinaire de l'ADEME d'ailleurs. Je plus sois sur ce qui a été dit sur l'ADEME. Nous, c'est une de nos principales sources d'inspiration. L'ADEME, les derniers rapports de l'ADEME sur la sobriété, etc. Enfin, c'est vraiment, on travaille très, très bien avec l'ADEME. Pardon, du coup, j'aurais pas dû faire mon écart sur l'ADEME. On était sur… les collaborateurs, les collaborateurs. L'envie des collaborateurs, de l'implication. L'éco-anxiété monte chez les collaborateurs en charge de ces sujets-là. Moi, je participais à un webinaire où on avait carrément des organisations syndicales qui disaient on veut faire reconnaître ça en pénibilité. C'est un nouveau RPS pour nos organisations qui n'est pas encore pris en compte, mais
nos collaborateurs, les collaborateurs qui travaillent même dans les services de l'État, hein, c'est pareil, au niveau de l'État, comme dans les entreprises d'ailleurs. C'est la même chose dans les entreprises. Les monsieur, madame, climat, transition, etc., de ces différentes organisations qui sont le nez toute la journée dans les chiffres, qui assistent à des conférences de chercheurs, qui voient la réalité, qui voient la comète qui arrive, quoi. Et puis quand ils vont à la machine à café, dans la réunion avec leur hiérarchie ou avec les collègues et qui passent pour les fous collapsos de service, ben ça, c'est une souffrance professionnelle qui devient de plus en plus importante, en fait, et qui va devoir être prise en compte par le management, hein, à un moment ou à un autre, avant que ça n'explose. Parce qu'il y a vraiment un gap dans les organisations entre ceux qui sont là-dedans et qui ont compris et les autres. Et c'est là qu'est la souffrance, bien souvent. En revanche, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'agents qui sont convaincus. Enfin, de plus en plus, ça croît chaque jour. Enfin, moi, je suis très optimiste quand même sur la vitesse à laquelle les fonctionnaires, les agents publics, aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau de l'État, prennent conscience et sont prêts à évoluer. Et notamment, moi, j'ai fait des conférences de ce type-là pour des agents de catégorie C, mais avec une écoute incroyable, même pour des agents de catégorie C. Ce sont des magnifiques prétextes pour faire de la conduite du changement au sein des organisations. Okay. Ça fonctionne, moi, la conclusion, cet agent de catégorie C qui me dit, bah, écoutez, moi, ces sujets, ils m'ont intéressé autant en tant que professionnel qu'agent, qu'en tant que parent ou en tant que citoyen. Et ça, c'est un beau moteur de conduite du changement dans nos organisations. Merci beaucoup, Sébastien. C'est une bonne transition. Donc, tu parlais de monsieur ou madame Climat. Donc, je passe tout de suite la parole à Tatiana Lécossais, qui va illustrer, voilà, par son témoignage personnel, voilà, ce qu'elle conduit depuis un certain nombre d'années au sein de la métropole de Nantes. Et donc, Tatiana, la question que je voudrais poser, hein, c'est déjà comment a démarré votre engagement, hein, au sein de la métropole de Nantes. Voilà, quelles sont les actions que vous avez menées, hein, si vous pouvez nous donner quelques exemples. Et puis ensuite, ben, voilà, pour tous les participants qui travaillent en collectivité, hein, qui assistent à ce webinaire, voilà, si vous avez des conseils, des bonnes pratiques sur lesquelles témoigner, ça sera extrêmement utile. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, pour commencer, je me reconnais bien dans le fonctionnaire que Sébastien a décrit, qui passe un peu pour un fou à la machine à café, qui subit de l'éco-anxiété et qui met en panique tous ses collègues qui lui disent « Non, ne me parle plus de ça, c'est trop horrible ». Voilà, donc je vais vous raconter comment on fait. Donc moi, j'ai fait l'école spéciale des travaux publics, rapidement pour décrire un peu mon parcours, un cycle d'urbanisme à Sciences Po et je suis ingénieure en chef à Nantes Métropole. Donc Nantes Métropole, une jeune collectivité, puisque on est né en 2001, en gros, la communauté urbaine qui est devenue une métropole. Donc moi, je suis mutualisée Nantes Métropole, ville de Nantes. Je travaille sur les deux collectivités. Ça représente 7000 agents. Un ensemble de territoires de 24 communes et 600 000 habitants. Donc voilà, une très grosse collectivité. Et voilà, j'ai eu la chance d'occuper, là j'ai changé de poste récemment, mais pendant 10 ans, un poste de conseillère scientifique auprès d'un directeur général adjoint qui me donnait énormément de liberté. Et voilà, malgré le contexte parfois difficile des collectivités, les enjeux que nous a présenté Sébastien aussi auxquels il faut répondre. Voilà, moi je suis une fonctionnaire épanouie qui a trouvé sa place dans la collectivité et en plus, voilà, le fait de pouvoir agir sur le climat, d'être en accord avec mes propres convictions, voilà, je trouve que c'est une chance et c'est voilà, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis et qui me donne beaucoup de plaisir malgré l'éco-anxiété un peu présente parfois. Donc moi, je suis quelqu'un qui est toujours voulu un peu être à côté des cases, voilà, une militante. J'ai été aussi responsable d'un syndicat dans ma collectivité à un moment. Voilà, donc je suis quelqu'un de convaincu qui a envie de faire bouger le monde. Et voilà, je pense que il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont dans ce cas-là aussi, on est dans des organisations qui sont parfois pyramidales, qui sont difficiles à faire bouger. On a des élus qui ont envie aussi de faire plein de choses, mais qui ne mettent pas toujours les moyens, etc. Donc, on est voilà, assez… il y a beaucoup de pression aussi qu'on subit au quotidien.
Et ce que je vais essayer de vous faire vivre là, dans les peut-être quelques minutes où je vais parler, voilà, c'est de vivre ma vie et voilà, d'intégrer, de voir comment on fait quand on est fonctionnaire pour avancer. Donc, je partage les enjeux qui ont été exposés sur le changement climatique et mon action, moi, elle a porté sur les gaz à effet de serre. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un indicateur très inclusif de toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que quand on fait des calculs d'émissions de gaz à effet de serre à travers différents outils, les bilans carbone, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre des collectivités, ça permet à la fois de savoir comment on avance sur l'économie circulaire, parce que moins on va émettre de déchets, mieux sera notre bilan de gaz à effet de serre, plus on va acheter de recyclés, meilleur sera notre bilan de gaz à effet de serre, ça va rendre compte aussi des économies d'énergie. Et donc, assez rapidement, nous, à Nantes Métropole, on a fait des bilans carbone. Donc, voilà, j'étais formée au bilan carbone. On a fait des bilans carbone qui nous ont aidés à savoir où on était. Et pour les collectivités aussi, c'est un axe important, la quantification, parce que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de surprises et que les gaz à effet de serre n'étaient pas là où on les attendait. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça a été aussi très difficile pour moi de convaincre la direction d'agir parce que je l'ai fait de manière rapide, avant que l'ADEME ne partage ses conclusions-là, avant que des scientifiques parfois ne confirment mes hypothèses. Et voilà, la difficulté, ce qui est très important, c'est de réussir à convaincre la direction, à trouver des clés. C'est vrai que tout ce qui est documents scientifiques, calculs, c'est des choses qui aident à convaincre quand même en fonction de… Enfin, souvent en poste, on a des ingénieurs, des gens qui ont des personnes qui ont une grande technicité et qui ont besoin justement d'assises scientifiques pour prendre des décisions. Mais le carbone, c'est terrible parce que, vous voyez, je me souviens d'un exemple pour le service public d'eau potable. Quand je suis allée voir le directeur avec mon premier bilan carbone, ça fait 50 ans, 60 ans que quand on regarde les services d'eau potable, on regarde la potabilité de l'eau, l'usine de production d'eau, les réactifs, etc. Et quand je lui ai dit, voilà, pour voir le carbone dans les services d'eau potable, on va s'attaquer aux travaux parce que c'est les travaux des réseaux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et voilà, c'est difficile dans le climat d'arriver à convaincre, alors que ça fait des années que toute l'attention est portée sur d'autres sujets, d'un point de vue aussi économique ou historique, culturel, d'arriver à faire porter le regard sur d'autres politiques. Et donc, voilà, partout où je suis allée aussi dans des réseaux, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que voilà, c'est important qu'on essaye tous de convaincre par tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre dès qu'on a l'occasion de rencontrer les dirigeants, les responsables, mais c'est aussi les élus, et de porter ce discours auprès d'eux au quotidien pour faire changer les regards, ce qui n'est vraiment pas facile. C'est vrai qu'après, on voit aussi, même quand on parle de coût global, quand on veut intégrer des externalités environnementales dans les approches de coûts, c'est pas habituel, c'est pas dans notre culture, c'est nouveau. Et voilà, donc on a vraiment toute la politique de conduite du changement et tout ce qu'on peut mettre en œuvre voilà, dans ces techniques-là de conduite du changement, elles sont vraiment importantes. Et du coup, d'essayer d'aller chercher les leviers qui vont permettre de faire bouger chacun. Ce dont je me suis rendu compte aussi face au climat. Donc, on voyait à un moment dans l'exposé de Sébastien toutes les zones où on peut agir en tant que citoyen aussi, ses déplacements, la nourriture, ses achats, etc. Et les leviers de motivation de chacun vont être différents. Et je me suis rendu compte, alors moi j'utilise beaucoup la machine à café, mes collègues à la machine à café, ce sont mes cobayes, je teste plein de trucs auprès d'eux. Donc ça aussi, moi je vous conseille de le faire, de tester vos stratégies, etc. auprès d'eux, parce que finalement on parle des habitants, mais moi les habitants que je vais consulter, c'est mes collègues à la machine à café, comme ça je vois leur réaction et je me dis, voilà, quand j'irai voir les habitants, je vais voir un peu comment ils réagissent, ce qu'ils vont faire. Et donc, je me suis rendu compte, à un moment, on parlait, je leur ai dit, à un moment, nous, on a décidé d'arrêter de prendre l'avion avec la famille, notre famille. Et mes collègues m'ont dit, ah, mais c'est impossible, moi, je ne peux pas arrêter de prendre l'avion, mes vacances, c'est sacré. D'accord. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, ah, par contre, moi, je veux bien manger végétarien, ça ne me pose pas de problème. Moi, je veux bien venir en vélo tous les jours.
Voilà, on a des approches différentes par rapport au climat. Et ce qui est important, c'est d'utiliser ces leviers de la motivation, les premiers pas du changement de chacun qui sont différents pour arriver à mettre les personnes dans la dynamique. Et ça, c'est vraiment une clé pour moi pour la transition écologique, c'est de trouver les leviers de chacun. Et alors pour faire ça, moi, au quotidien, je challenge mes collègues et je partage tous mes petits trucs, même à la maison. Moi, je vais jusqu'à, des fois, on fait des commandes groupées de noix de lavage pour, un jour, on parle lessive et du coup, on a commandé des noix de lavage pour avoir des produits écologiques. Les collègues qui me disent « Ah, mais non, mais ça ne va pas être bien. » Moi, je leur ai prêté des noix de lavage, carrément, des petits sachets pour qu'ils testent avec leurs femmes. Voilà. On a fait, moi je vais jusqu'à vraiment tester des ateliers, ramener aussi des chiffons de ménage écologiques, hein, parce qu'on a des marchés, dans nos marchés, on fait le ménage beaucoup plus de plus en plus à l'eau, avec pas des lingettes jetables, mais des lingettes qu'on peut nettoyer aussi. On évite les perturbateurs endocriniens, tous les produits chimiques. Et donc, voilà, moi, je pense qu'aussi au bureau, moi, je ramène les lingettes, on teste, on les prête, les gens les achètent et peuvent aussi les utiliser chez eux. Et je pense qu'en agissant comme ça aussi, on fait levier sur globalement la population parce que je me rends compte qu'après, les collègues, ils vont en acheter à leurs parents, à leur grand-mère, etc. et que tout ça essaime. Et voilà, donc même au sein des collectivités, mais ça, vous pouvez le faire aussi au sein de votre entreprise. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, en général, c'est bien reçu par les collègues de partager vos expériences. Ils apprécient, puis ça leur permet de faire leur petit pas à eux, qui n'est pas celui, par exemple, dans lequel ils vont se reconnaître à travers des choses que notre collectivité peut proposer, par exemple, comme expérimenter les familles à énergie positive ou les familles zéro déchet. Tout le monde n'adhère pas à ce type de projet. Il faut trouver vraiment la petite chose qui va mettre les personnes en éveil et avancer. Et moi, dans mon quotidien, j'ai vu ça même, j'essaye d'associer aussi les collègues qui sont à la prise de décision sur les marchés et qui vont nous aider à changer les choses à grande échelle aussi. Et ma petite histoire, un jour, j'ai fait un atelier du coup avec les lingettes de ménage, etc. Et j'ai invité le collègue de la direction de santé de la ville qui travaille sur les questions de santé, les perturbateurs endocriniens. Et voilà, ça a été très riche parce qu'aujourd'hui, maintenant, on travaille et on collabore vraiment ensemble pour monter des marchés de ménage plus écologiques. Et c'est parti d'un jour, quand je faisais ma réunion avec mes lingettes, je lui dis, tiens, viens voir, je t'invite. Tu seras le seul homme avec les autres femmes que j'ai invitées pour parler ménage. Et voilà. Ce que je vous conseille, en fait, à travers dans vos actions aussi, pour montrer l'exemple et avancer, donc convaincre la direction, ça c'est important, ne pas rester seul. L'éco-anxiété, c'est vraiment quelque chose de terrible, moi, que j'ai vécu par moments aussi quand on lit des rapports scientifiques. Et c'est important de pouvoir partager ce qu'on vit au bureau, qui n'est pas facile, hein, d'échanger avec des collègues, avec des pairs aussi dans les réseaux. Œuvrer dans les réseaux. Moi, je me rends compte que quand parfois c'est frustrant, on a des super bonnes idées et on a du mal à les faire avancer dans la collectivité parce qu'elle n'est pas mûre. Je pense que dans le changement climatique, on s'inscrit vraiment dans le temps long. Je me rends compte qu'entre le moment où on a vraiment une nouvelle idée et où on va la mettre en œuvre, il se passe à peu près 10 ans quand on est sur des idées innovantes, etc. Et parfois, dans les réseaux, on va trouver des collègues qui ont plus d'agilité dans leur collectivité ou dans leur entreprise, même privée, et qui vont pouvoir la mettre en œuvre rapidement. Et donc, le travail dans les réseaux, moi, je participe pas mal à des rédactions de guides à l'ASTRE, par exemple. J'ai travaillé sur un guide aussi sur l'intégration du climat dans la commande publique. Et voilà, les réseaux extérieurs, pour moi, c'est une ressource hyper importante pour partager, essayer de faire levier ailleurs quand on n'arrive pas à faire avancer suffisamment vite à son goût en interne. Ce que les conseils aussi, c'est vraiment s'attacher à regarder ce qu'on appelle le scope 3 dans les bilans carbone. Donc, c'est les émissions indirectes. Ça concerne en fait, en gros, tous nos achats et tous les matériaux.
c'est peu regardé en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est là que se trouve l'essentiel de nos émissions. Parfois, on dit la France, elle n'émet pas beaucoup de carbone, on est assez vertueux, sauf que quand on intègre toutes nos importations, voilà, on montre du doigt aussi parfois la Chine comme un émetteur de carbone énorme. Ben oui, mais sauf qu'il y a toute une partie des émissions de ces pays-là qu'on achète, qui viennent chez nous et qui relèvent de nos responsabilités. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en suis venue assez vite à travailler aussi sur les achats de ma collectivité. Aujourd'hui, je suis à 100% sur un poste qui a évolué du coup en conseil pour intégrer la transition écologique dans tous nos achats et nos contrats. Et voilà, travailler sur les achats de vos entreprises et de vos collectivités, c'est essentiel parce que c'est là que se trouvent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre cachées. Et c'est vraiment important de mettre en place tous les moyens que vous avez pour acheter du recyclé, réemployer. Toutes ces bonnes pratiques-là, en fait, elles sont aussi bonnes pour la planète, bonnes pour le climat. Et voilà, il faut y aller, ça crée des synergies. Donc, la plupart du temps, voilà, je vous invite aussi à mettre en œuvre tous ces pas-là globalement parce que ça met la collectivité en marche et ça sert le climat. Ah oui, une autre invitation aussi, c'est cultiver le don. Alors moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Un monde meilleur. Il y a un petit garçon qui commence à pratiquer, à donner quelque chose à quelqu'un et en lui disant, pour me remercier, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Et cette chaîne du don, elle est très, très importante. Moi, je considère qu'en tant que fonctionnaire, mon salaire, il est payé par les impôts. Voilà, et ce que je produis est public et appartient à tous. Donc, moi, j'essaye de partager tous mes outils gratuitement voilà, gracieusement avec les collectivités, les entreprises qui me le demandent, parce que j'estime aussi que voilà, ça va essaimer et voilà, si toutes les personnes qui sont en mesure d'utiliser mes outils plus vite, plus loin, etc., voilà, vont œuvrer aussi à la transition écologique. Ça fait partie aussi, moi, je pense, de notre devoir de fonctionnaire, voilà, de partager aussi voilà, de ne pas forcément garder la propriété intellectuelle de ce qui est produit par les collectivités. Que chacun fasse sa part. Moi, j'aime bien l'image du colibri aussi, se dire qu'il faut être fier de ce qu'on fait, même si c'est des petits pas, que c'est tous ces petits pas qu'on va faire ensemble qui vont finir par compter et que voilà, on ne peut pas tout attendre non plus de nos dirigeants, de nos élus et que c'est voilà, à chacun d'œuvrer et qu'on peut le faire. Que ce soit professionnellement, mais aussi voilà, en mobilisant tous les acteurs qu'on peut. Trouver son style, voilà, l'humour pas trop noir, c'est-à-dire, moi j'aime bien Jean-Marc Jancovici aussi, mais il dérange aussi beaucoup quand il dit regardez où on va tous mourir, mais en même temps, parfois j'aime bien dire ça, alors ça choque un peu, mais c'est pour dire, voilà, mais c'est grave ce qu'on vit, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc, voilà, trouver aussi le style pour en parler sans choquer. On a parfois du mal à gérer la question du risque dans nos collectivités aussi, la culture du risque. Parler des externalités négatives, c'est parfois quelque chose de compliqué. On aime mieux communiquer sur ce qui est positif et favorable. Donc ça, c'est aussi une culture à développer et un levier à utiliser de façon mesurée pour qu'on apprenne aussi à accepter de parler de ces difficultés-là. L'esprit humain, il n'est pas fait pour accepter voilà, des images angoissantes de mort, de futurs noirs. Voilà, l'humain a tendance à un peu refuser ces images-là et de faire, voilà, comme on voyait dans l'image, la tête dans le sable, refuser de voir ce qui va se passer. Et donc, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que développer le fait la culture de pouvoir parler sereinement de choses négatives pour pouvoir affronter les réalités, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire tous à notre niveau. Et puis ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est être vous-même pour vous épanouir, à vous servir de vos qualités, de votre créativité, de vos appétences, de tout ce qui peut vous motiver pour agir. Pour voilà, vous
croire en vous, aux petits pas que vous pouvez mener. Et si vous emmenez une personne avec vous dans l'aventure, eh ben, je me dis que c'est déjà gagné. Il y en a qui disent qui sauve un homme sauve l'humanité. Eh bien, moi, je dis qu'il emmènera quelqu'un avec soi vers le changement climatique, aura commencé à changer le monde aussi. Merci beaucoup, Tatiana, pour ce témoignage très personnel. Hein. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire à l'Uni4the-Planet, hein. C'est de mettre en valeur, hein, des personnes qui mettent en mouvement leur sphère professionnelle, en l'occurrence leur collectivité ici. Donc, merci beaucoup pour ces conseils très pratiques. Donc, je précise qu'on va mettre sur le chat le sondage, hein, donc essayez d'y répondre maintenant, hein, de passer quelques minutes. Il y a eu pas mal de questions, donc je les prends dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous dire voilà, quelles sont les principales objections qui peuvent venir de la part des élus, notamment sur le coût, hein, de certaines mesures? Voilà, on peut adhérer, mais voilà, cette question du coût, du financement, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant et comment tu réponds à ce genre de… Alors, sur la commande publique, justement, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que intégrer des critères environnementaux, ce n'est pas coûteux. D'abord parce que quand on parle de sobriété, la première chose, c'est que si on n'achète pas quelque chose, c'est une économie. Ensuite, quand on va acheter du recyclé, c'est économique. Quand on va faire du réemploi, c'est aussi économique. Et pour là où c'est un petit peu plus compliqué, on peut trouver des solutions. Par exemple, moi, j'ai travaillé à la mairie de Rezé, j'ai été responsable des services techniques, des services achats et marchés. On avait travaillé pour l'intégration du bio, mais il y a déjà très longtemps, dans une ancienne vie, pour intégrer le bio dans les cantines scolaires. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réussi à passer au poulet bio avec une augmentation des coûts qui était vraiment mineure. Mais au lieu d'acheter des blancs de poulet, on achetait des poulets entiers qu'on découpait. Et donc, on avait aussi mené en place de la communication auprès des enfants pour qu'ils apprennent à manger des pâtes de poulet, d'autres poulets, autre chose que des blancs de poulet. Donc, ça s'accompagne aussi, mais à coût égal, on était passé au 100% bio sur le poulet. Donc, on peut trouver des solutions. La question, c'est comment bien acheter, bien définir son besoin et être créatif. Très bien. Merci beaucoup, Tatiana, et merci d'avoir insisté sur le scope 3, hein, dont on parle beaucoup pour les entreprises, mais c'est évidemment fondamental également pour les collectivités, notamment au niveau des achats. Est-ce que tu peux revenir sur la question des réseaux de collectivités? Tu as indiqué que voilà, c'est un levier intéressant parfois de passer par les réseaux. Est-ce que tu peux préciser un petit peu quel type de réseau tu utilises? Oui, alors il y a des réseaux. Alors, il y a des réseaux techniques. Il y a les réseaux comme AT2E, il y a l'ASTEE aussi, l'ASTE qui est des réseaux sur plutôt eau énergie, l'AT2E qui travaille aussi sur les questions énergétiques. Et puis sur la commande publique, vous avez les réseaux des grandes régions d'achat. Donc chez nous en Pays de Loire, c'est le Reséco. Vous avez le réseau Maximilien en Île-de-France, le réseau c'est 3AR en Aquitaine. Voilà, donc il y a des grands réseaux de la commande publique qui animent en fait tous ces projets-là. Sur l'achat public, il y a des réseaux aussi avec des chats et des informations qui est le réseau Rapide, avec 2D aussi qui est très inspirant. Voilà, Après, il y a des réseaux aussi locaux. Parfois, on a des réseaux, nous, sur l'agglo, des réseaux des acteurs des communes aussi, des réseaux communaux plus locaux dans lesquels on travaille ensemble avec les 24 communes. Donc, toute cette matière d'échange-là, elle est très riche. Elle permet de diffuser et de partager les bonnes pratiques. Merci beaucoup. On vous remettra cette liste, hein, que Tatiana a indiquée de façon rapide. Peut-être un autre sujet, pour faire le lien avec ce qu'indiquait Sébastien tout à l'heure sur les différents types de collectivités. Est-ce que tu travailles aussi en lien avec, alors déjà deux collectivités, la commune et l'agglomération, mais est-ce qu'avec le niveau départemental et régional, voilà, tu arrives à embarquer des collègues? Est-ce que ça permet aussi de renforcer tes actions, de légitimer tes actions face à certains élus? Voilà, est-ce qu'embarquer les différents niveaux de collectivité impliqués est un des leviers d'action quand on va agir au sein de sa collectivité?
Oui, tout à fait. Alors après, en plus, nous, on a nos collègues de l'économie circulaire que je fréquentais régulièrement dans la direction, elles sont parties à la région. Donc forcément, ça crée des facilités de lien et d'action parce qu'on se connaît. Et puis, on se croise aussi dans différents réseaux, groupes de travail locaux. Je ne les ai pas tous cités, mais sur Nantes aussi, on a des acteurs comme Nova Build qui sont qui agissent beaucoup sur, là, pour toute la partie BTP, innovation dans le BTP, intégration de l'environnement dans le BTP. On croise aussi des collègues de la région. Moi, comme je suis beaucoup dans les réseaux, c'est vrai que je croise beaucoup de collègues d'autres collectivités, départements, régions, ou des acteurs aussi comme le MFQM, le Mouvement français pour la qualité, qui c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres collègues de collectivités autour des démarches qualité. Et donc, on travaille ensemble. De toute façon, il faut qu'on se coordonne et qu'on agisse, voilà, qu'on partage les bonnes pratiques. Donc, ça se fait aussi, bien sûr, hein, c'est très important. D'accord. Alors, une question de Nicolas Soudon de l'ADEME. Tu disais tout à l'heure, au niveau de la commande publique, ça peut être une économie, mais parfois, certaines mesures ont un coût. Et ce que disait à l'instant Nicolas dans le chat, c'est que la situation d'un certain nombre de collectivités, en tout cas, leur permet d'investir davantage, y compris de s'endetter pour adresser certains investissements relatifs à la transition énergétique. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce dilemme? Voilà, on est, de la part d'élus notamment, on a envie de s'investir dans la transition énergétique, donc financièrement, mais on ne veut pas trop endetter la commune. Donc, est-ce que c'est un sujet? Je pense que ça peut être intéressant de travailler en coût global aussi. C'est de voir où on met les moyens, où c'est pertinent de mettre les moyens pour obtenir des économies. C'est intéressant d'avoir des budgets d'investissement qui vont générer des économies de fonctionnement, parce que le fonctionnement aussi, c'est un peu le nerf de la guerre pour les collectivités de maîtriser ces budgets-là, surtout avec la masse salariale. Et voilà, parfois, ça peut être intéressant aussi. Je sais que nous, on avait à la mairie de Rezé, avant où je travaillais aussi, on avait embauché un technicien pour les économies d'énergie. La première année, il a remboursé son salaire. Et en fait, de manière récurrente, c'est-à-dire qu'il a payé son salaire la première année, mais après, on faisait 50 000 € d'économie tous les ans, les années à suivre. Et donc, il y a des bons investissements, que ce soit en termes de personnel ou d'investissement avec des taux de retour sur investissement de 6-8 ans pour les énergies renouvelables. On sait que ça fonctionne. Et moi, j'invite aussi les collectivités à utiliser un super indicateur. J'aime bien, c'est comment ça s'appelle, une valeur monétaire du carbone maximum à dépenser, la valeur tutélaire du carbone, ça s'appelle. Donc, c'est une valeur qui est autour de 80 € en ce moment par tonne de CO2 économisé. Et moi, je dirais aux collectivités qui veulent investir dans des projets climat, si vous dépensez plus de 80 € par tonne de CO2 économisé, ce n'est pas un bon projet. Voilà, c'est une limite qu'il faut se donner aujourd'hui. Cette valeur-là, elle va augmenter, elle se situera en 2030, je crois, autour de 200 €. Parce que forcément, avec le changement climatique, ça va devenir de plus en plus important de faire des investissements. Mais voilà, utiliser ce critère-là, mais ça veut dire quantifier les émissions. Voilà, ce que je vous disais, c'est important de le faire pour savoir où on va. Et ensuite, ça peut être utiliser cet indicateur-là. Pour moi, il est vraiment très intéressant pour savoir si on fait ou non un bon investissement pour le climat. Je crois qu'il y a Sébastien qui voulait peut-être compléter sur la question de la capacité des collectivités à financer. C'est évidemment un sujet. J'ai mis dans le chat là, sur le financement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dépenses qui vont concerner le fonctionnement. Tout ce que l'évolution du fonctionnement, hein, c'est d'ailleurs, si je vous invite à lire le plan de transformation de l'économie française qui a été publié par le Shift Project récemment, qui est très intéressant parce qu'il chiffre le nombre d'emplois à créer partout.
dans chaque domaine, dans chaque secteur. Par exemple, 500 000 emplois d'agriculteurs. Alors, ils ne vont pas être fonctionnaires, on est bien d'accord, mais dans la fonction publique aussi, il y a un vrai sujet sur le financement du fonctionnement, l'acculturation, l'implication de la population, les arts et la culture, tout ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas de l'investissement ou pas forcément. Et évidemment, le fonctionnement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à financer. Donc là, il y a une tension entre l'investissement et le fonctionnement qu'il faudrait peut-être faire évoluer, y compris au niveau réglementaire ou au niveau de la comptabilité. On a un groupe de travail sur ce sujet pour essayer de voir si on ne peut pas utiliser, que l'outil comptable soit l'outil de mesure, plutôt que d'avoir des outils qui viennent traiter le bilan comptable pour savoir si on a été vertueux ou pas. Donc l'évolution de la comptabilité même, pour qu'elle soit l'outil qui permette de le faire. Juste sur ce qu'a évoqué Tatiana sur les critères, moi je pense que ça, c'est vraiment une clé facile, hyper intéressante à déployer. Il faut des nouveaux indicateurs. Il faut des indicateurs. Donc, en plus, nos élus et nos services, ils ont l'habitude de travailler avec des indicateurs. Ce n'est pas une révolution, c'est juste qu'on change le type d'indicateur. Et donc, il y a l'indicateur carbone, mais si on arrive petit à petit à aussi avoir l'indicateur artificialisation des sols, utilisation d'eau douce, consommation d'énergie, pollution chimique dans l'environnement, etc., on reprend les limites planétaires. Nous, on a fait un test. On l'a testé avec une communauté d'agglos, si vous voulez. S'il y en a parmi vous qui sont dans des collectivités et qui veulent y réfléchir ou le tester, recontactez-moi. On cherche des collectivités qui auront envie d'essayer. Et puis pour compléter, pardon aussi, excusez-moi, sur la difficulté, pourquoi elles ne peuvent pas mettre en place et faire évoluer leur budget de fonctionnement, les collectivités, c'est qu'aujourd'hui, les dotations de l'État, elles sont contraignantes, c'est-à-dire qu'une collectivité qui ne maîtrise pas sa masse salariale et son budget de fonctionnement n'obtient plus les dotations de l'État de manière pleine et entière. Et il y a une pression énorme de l'État sur les collectivités pour ne pas augmenter leur budget de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on parlait des achats, c'est-à-dire que maîtriser ces achats aussi de fonctionnement pour se donner des marges de manœuvre sur la masse salariale, etc., c'est une clé importante pour les collectivités. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas investir, même si elles ont parfois des aides pour créer des postes, elles ne peuvent pas le faire parce que sinon elles perdent leur financement de l'État. Merci Tatiana. Donc n'hésitez pas, je le redis, à renseigner le sondage avant la fin de ce webinaire à 7h30. Tatiana, j'ai une question sur ton rôle de conseillère scientifique. Ce n'est pas dans toutes les collectivités, me semble-t-il, qu'on trouve ce poste. Et tu as insisté sur la quantification des impacts. Et il me semble que quantifier les impacts, objectiver les impacts, ça peut aider à la prise de conscience et à la décision d'agir. Est-ce que du coup, ce rôle de conseiller scientifique est quelque chose que tu trouves dans d'autres collectivités? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment unique à Nantes? Alors, ça a été unique à Nantes, je pense. Enfin, je ne connais pas d'autres collègues qui faisaient ce travail-là. Donc, non, c'était une très belle opportunité. En fait, moi, je suis arrivée au départ pour monter la candidature Nantes Capitale Verte Européenne. Donc, et suite à cette candidature, on a gagné, donc j'étais contente. Eh bien, on a pu, j'ai continué tout le travail de mise en œuvre en fait d'intégration des questions environnementales, de l'articulation des différents services publics autour de la transition écologique déjà. Et non, c'était assez rare. Et là, même le poste que j'occupe aujourd'hui, qui est centré sur l'intégration de la transition écologique dans les achats, ça ne peut exister que parce que c'est une très grosse collectivité avec des enjeux majeurs. Et la chance que j'ai, c'est de pouvoir aussi, le travail que je mène à Nantes Métropole, il bénéficie beaucoup à d'autres collectivités. C'est-à-dire que je suis aussi payée pour travailler une grande partie de mon temps pour des réseaux où je fais du conseil, où je rédige des clauses, c'est là, Nantes Métropole, une grosse partie de mon salaire bénéficie à d'autres réseaux, etc., ce qui est pas le cas partout non plus. Très bien, merci beaucoup Tatiana pour ton témoignage et un grand merci également à Sébastien pour ton intervention. Je vais juste te dire quelques mots de
remerciements et de conclusions hein, avant donc, la fin de notre webinaire dans quelques minutes. Ah pardon, il y a Gilles qui représente l'Association des anciens élèves de l'ENA qui voulait intervenir. Vas-y Gilles, je te laisse la parole. Non, c'était juste pour remercier les intervenants et les questions. Donc, il n'y avait pas de message particulier au-delà de cela. Très bien, merci beaucoup Gilles. Hein. Donc, je pense que c'est également le cas des responsables des associations d'alumni des ponts et de Sciences Po. Hein. Ce webinaire, je pense, était extrêmement intéressant. Hein. On l'a vu dans le chat. Hein. Donc, encore une fois, ce que nous souhaitons à l'Unifor de Planète, hein, c'est de démultiplier ces webinaires qui, vous le voyez, sont originaux au sens où on ne parle pas de ce que fait son entreprise ou sa collectivité. On parle au niveau des témoignages, comme celui de Tatiana, de l'action d'une personne qui est en train de mettre en mouvement, je dirais au-delà de sa stricte fiche de poste, hein, qui est en train de mettre en mouvement sa collectivité ou son entreprise et qui montre que ce n'est pas toujours facile, hein, mais que c'est possible, qu'il y a un certain nombre de pistes hein, pour rassembler des alliés, ses collègues, la façon de présenter les choses à sa direction, la façon de créer petit à petit un collectif et de commencer à avoir un impact. Et on voit que Tatiana, au bout d'un certain nombre d'années, a un impact très significatif, à la fois au sein de sa collectivité et puis en montrant l'exemple, hein, puisqu'au sein des réseaux, au sein du travail que fait Tatiana, en montrant l'exemple à beaucoup d'autres collectivités qui voilà, suivent l'exemple de Nantes. Et puis, c'est très intéressant aussi d'avoir eu le témoignage de Sébastien Maire, hein, comme on l'a vu, qui joue un rôle très important au niveau de France Ville Durable pour favoriser les échanges de bonnes pratiques et montrer également qu'il est possible, même si ce n'est pas toujours facile, hein, d'agir au niveau des collectivités. Et du coup, la conclusion, c'est simple, hein, au niveau de tous les participants, c'est on compte sur vous. Hein, vous voyez que c'est possible. Hein. Tatiana est un exemple vivant hein, de ce qu'il est possible de faire. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à contacter Sébastien Maire. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de l'ADEME qui est très riche. On compte sur vous pour vous-même agir dans votre collectivité à votre niveau, avec vos collègues. Hein. C'est possible, c'est nécessaire. N'hésitez pas à contacter Alumni for the Planet hein, si vous souhaitez également travailler, coopérer avec nous. On sera très heureux de le faire. Donc, encore une fois, merci aux deux intervenants, merci aux trois associations avec qui nous souhaitons, Association des alumni des ponts de Sciences Po et de l'ENA, avec qui nous souhaitons démultiplier ces webinaires d'accompagnement au passage à l'action, puisque comme vous le savez, c'est maintenant le temps de l'action pour tous ces enjeux de la transition écologique des villes et des entreprises. Merci beaucoup, très bonne soirée et à bientôt pour d'autres webinaires d'Alumni for the Planet. Merci Michel. Merci. Merci Tatiana, merci beaucoup.